et tue les Ivoiriens. Des gens qui disent, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez arrêter d'aller un peu trop en France? Mais ce que le petit n'a pas compris, le petit qui se fait toujours emprisonner là, le petit Baoulé là, il n'a que comprendre une chose. Ouattara n'est plus Ouattara. Ouattara ne peut pas faire un mois en dehors de la Côte d'Ivoire. Il a une maison qui est médicalisée. Il a une voiture médicalisée. Il a un avion ou des avions médicalisés. Il a un bureau ou des bureaux médicalisés. Mais malgré tout ça, il faut qu'il se rende où en France pour suivre ses soins quotidiens sur le dos du contribuable ivoirien. On lui demande de réduire le train de vie, il arrête et puis il met en prison. On lui demande de faire attention parce que l'État ne peut pas. Mais comment la Côte d'Ivoire qui exploite le pétrole va acheter avec Ali d'un côté? Pourquoi? Et quand ils achètent avec Ali d'un côté, là, bon, Ivoirien, c'est vous qui allez avoir problème. Parce que quand ils vont prendre bateau, le bateau va aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que camion, la voie la plus sécurisée, peut-être c'est la route, mais la route là sera plus longue. Non, ça faut c'est risqué. Parce qu'il va falloir négocier avec les pays de l'AES. J'aurais oublié de passer par la mer. Comment la Côte d'Ivoire, je vous avais dit ce jour-là, que la Côte d'Ivoire devrait être le pays qui serait en train de vendre le carburant aux autres. Mais comment comprendre que la Côte d'Ivoire va acheter le carburant? Avec tout ce qu'on vous fait rêver, vous Ivoiriens, on a découvert tel puits de pétrole, avec tel milliard de quantité de barils, on a découvert telle chose, et puis vous allez acheter au Nigeria. Est-ce que vous n'avez pas honte, Ivoiriens? Je viens de lire tout de suite. Pour vous, j'ai lu ça tout de suite. Ali d'un côté, Aliko d'un côté, pardon, qui vend à la Côte d'Ivoire, au Togo, à la Tanzanie, au Ghana. Mais la Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire va acheter son pétrole au Nigeria? Non, là-bas. Pourquoi la Côte d'Ivoire va au Nigeria? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez un voleur à la tête de ce pays. Parce que c'est pourquoi ils ne veulent pas le changement du pouvoir. Ils ne veulent pas une alternance véritable. Sinon, si vous allez acheter le carburant, vous n'êtes pas en mesure d'exploiter. Alors les 30 000 milliards, là, dites-moi, ou les 35 000 milliards, là, qui va payer? Vous allez payer ça comment? Ah, petit idiot, faut t'occuper du Mali, il y a mon côté bâtard 1000 fois. Vous étiez en train d'applaudir parce que les terroristes ont attaqué nos camions de livraison d'hydrocarbures. Maintenant, vous allez acheter au Nigeria. Prions Dieu que le bateau qui va prendre pour aller en Côte d'Ivoire ne soit pas attaqué par les terroristes. Parce que ça peut arriver aussi. Donc, tout ce que vous avez dit de nous, là, tout ce que vous avez, donne-moi une seconde, il y a mon côté bâtard que tu es, à Gise FF14, la bâtard maudit que tu es, il y a mon côté, tu sais de quoi je parle? Bâtard que tu es. Il y a mon côté, je dis n'importe quoi, tu fais quoi ici? Enfant de capote percée. Bâtard. Enfant de petit, il y a mon côté. Donne-moi une seconde, je vais enlever le bâtard là, ici, là. Il y a mon côté, c'est ta place ici. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. À 42 000 milliards. Ok, merci. La Côte d'Ivoire serait normalement en train de vendre aujourd'hui. Même si c'est pas avec nous, la Côte d'Ivoire aurait dû être en train de vendre avec le Togo, avec le Ghana. Mais pourquoi même le Ghana va acheter? Parce que l'idiot du président du Ghana qui était là avant, comment il s'appelle? Ce minable de président qui était ami avec Ouattara. Parce qu'ils ont mis il a mis le Ghana à genoux. Et quand il a mis le Ghana à genoux, il a perdu le pouvoir. Le monsieur qui est arrivé, avec ce qu'il doit payer comme dette là, est-ce que le Ghana a les moyens aujourd'hui d'assurer la production nationale en hydrocarbures? Le même monsieur qui est là aujourd'hui, c'est celui qui avait laissé les caisses pleines du Ghana quand il partait. Et quand il est venu, moi je me souviens, il a dit le Ghana n'a même pas besoin d'aller prendre crédit, ni avec la Banque mondiale, ni avec le FMI. Mais après, c'était lié d'amitié avec Alassane Ouattara.
Il a vidé les caisses du Ghana et le Ghana était incapable de payer sa dette et le Ghana payait sa dette avec l'or. Le président qui est parti, pas celui qui est là actuellement. Alors, il y a une chose qu'il faut retenir. J'avais dit que parce que je n'ai pas entendu, Dieu merci, même si j'ai souhaité que nos présidents aillent se mettre ensemble pour rapport au Niger, mais je n'ai pas entendu que le Mali soit allé, je suis allé d'un côté, ni le Burkina, ni le Niger. Ça veut dire que le Niger, malgré tout, arrive à produire suffisamment pour la consommation nationale et arrive à vendre un peu. C'est ce que la Côte d'Ivoire aurait dû faire, c'est ce que le Ghana aurait dû faire. Mais est-ce qu'on a besoin d'être un militaire pour avoir le sang patriotique? Ou bien il faut être dans l'AES pour avoir la fibre patriotique? Parce que l'AES, c'est une concurrence entre les chefs d'État pour bien faire pour nos peuples. Si l'Iran se mettait à voler tel qu'Alassane Ouattara vole aujourd'hui, si l'Iran se mettait à voler et que la priorité des autorités iraniennes n'était pas de servir la cause du peuple iranien, les Américains allaient faire de l'Iran une bouchée. Je voudrais que chaque État réfléchisse sur ce qu'on appelle la résilience militaire, la résilience politique, la résilience morale du peuple iranien. Je répète, si le guide iranien se mettait à voler tel que les gens l'ont dit, ils se sont amassés des fortunes, l'Iran serait en genoux aujourd'hui avec les premières frappes américaines. Ce qu'on dit de nous dans l'AES que nos présidents volent, si c'était le cas, les terroristes auraient eu raison de nous. Je vous en prie, apprenez à lire entre les lignes. Vous n'avez pas besoin de faire la haute politique comme nous on le fait parce que ça prend du temps. Et il y a l'expérience aussi, il y a la connaissance personnelle et surtout il y a la baraka de Dieu. Pour placer les pions, il faut pour vous amener à comprendre certaines choses. L'Iran aujourd'hui est une fierté pour tous les pays. Pas seulement que nous sommes alliés de l'Iran, mais nous sommes fiers d'avoir un allié comme l'Iran qui a su résister à l'envahisseur, à Goliath. Et la résilience iranienne envoie un message à tous les peuples qui veulent être libres demain. C'est parce que les autorités iraniennes ont pris en charge le bien-être du peuple iranien. Moi, j'ai montré une fois, si vous vous rappelez, je vous ai montré une fois, le plus grand mall au monde se trouvait à Téhéran. Je répète, le plus grand mall au monde se trouve à Téhéran. Pas à Dubaï, pas au Qatar, pas au Koweït, mais en Iran. Vous regardez le mall, vous vous taisez. Pour faire le tour du mall, vous êtes obligé d'être dans votre voiture. Moi, je me suis posé la question, comment l'Iran a pu construire un tel mall avec toutes ces sanctions? L'Iran n'était pas ce pays aussi isolé tel que la presse occidentale vendait la mauvaise information, le mauvais narratif. Salir l'Iran, isoler l'Iran, mentir sur l'Iran. Voilà ce à quoi la presse française particulièrement se livrait. Mais pourtant, on a vu le guide aller rencontrer des familles chrétiennes. Il a su tisser ce lien indestructible entre toutes les communautés et la nation iranienne. On est tous enfants d'Iran et chacun a son choix et sa confession religieuse. Il n'appartient pas au guide d'exclure, de rejeter ou de condamner quelqu'un par rapport à sa foi. Est-ce que quelqu'un était mieux placé que lui en tant que guide spirituel de dire cela c'est Shaitan, cela c'est ça. Mais lui,
Malgré même les petits musulmans, hein, les petits esprits qui viennent s'exhiber, moi je les regarde et puis je dis, est-ce que vous êtes mieux instruits que le guide qui acceptait les chrétiens, qui allait chez eux, qui mangeait chez eux et qui disait qu'ils étaient enfants de Dieu et que les martyrs chrétiens seraient au même titre que les martyrs musulmans auprès de Dieu. Pourquoi il va dire ça? S'il n'y croit pas. Et pourtant c'est cet homme-là de 86 ans qui a été exécuté 100 fois, alors qu'il était la meilleure chance de l'Occident. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont mal fait. Ils ont cru qu'en le tuant, l'Iran serait affaibli. Faux. Ils ont cru qu'en le tuant, l'Iran serait déboussolé, désorienté. Faux. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères de l'Iran passe son temps à dire « Hey, hey, dis-moi ça là-bas !» C'est pourquoi le guide, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran prenait son temps pour dire aux gens, attention, nous, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont les institutions. Vous pouvez tuer tout le monde, mais on a mis en place un système qui permet de pérenniser nos institutions. Même si Mojtaba est tué aujourd'hui, son remplaçant demain matin est connu. Si son remplaçant est tué demain, le lendemain son remplaçant est connu. Voilà ce qu'on appelle un système de gouvernement. Mais est-ce que nous avons ça en Côte d'Ivoire? Ouattara meurt aujourd'hui, il n'y a rien. Jusqu'à la mort de Timoko, ne peut jamais même regarder le fauteuil présidentiel. Si une photocopie va là-bas, le fiolet, puis va passer à l'âme. Parce que eux, ils pensent que c'est une question de transmission du pouvoir. C'est pourquoi l'idiot président dit transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et les Ivoiriens n'ont rien compris. Il y a des idiots qui ont applaudi. Et est-ce que vous savez ce que vous avez applaudi? Mais comme l'homme propose, Dieu dispose. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est Ouattara qui a parlé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce que vous devez retenir en ce qui me concerne par rapport à cette histoire du Liban. Oui, Liban, Palestine, Cisjordanie et les pays du Golfe, pour terminer avec l'Iran. L'Iran a été clair et moi, je me bats pour l'Iran. Je vous le cache. Je l'ai toujours dit. Je me battrai pour l'Iran et je mène le combat de l'Iran. Moi, je ne suis pas comme certains de nos jeunes frères là sur les réseaux qui disent il faut balancer. Ce que, moi, je m'en fous de ce que les gens vont raconter. C'est leur problème, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai décidé de soutenir l'Iran. Et tout ce qu'on dira de l'Iran qui ne me convient pas, je ne vais pas en parler. Tout ce qu'on fera de l'Iran qui ne me convient pas, je ne vais pas en parler. Vous avez la possibilité. Attends, mon ami, si tu es mal élevé, c'est quoi? Brûle quoi la main? Brûle quelque chose. Tu paies mes connexions? Tu m'habilles? Tu paies ma facture d'électricité? Et puis tu as me dit de parler, c'est toi qui as me donné un sujet. C'est la dernière fois que tu écris tes bêtises là, tu devrais avoir honte. Quand tu donnes pas quelque part, il faut te taire. C'est quand tu donnes, tu peux faire une proposition. Tu donnes rien, puis tu viens. Est-ce que tu peux parler de la RDC? Pourquoi tu veux que je parle de la RDC? Tu me payes pour parler de la RDC? Tu as une fois apporté une contribution à ce que j'ai fait? Tu te respectes pas, tu m'écris encore, je te bannis de mon direct. Alors donc, on continue. Non, moi, j'aime pas ça. Apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter. Je t'ai jamais demandé de faire est-ce que j'ai dit à quelqu'un, il faut faire commentaire. Je dis ça. Et puis tu m'écoutes là, je t'ai dit de faire commentaire. Ceux qui disent de faire commentaire là, tu sais pas où se trouvent. Maintenant, tu n'as jamais participé en quoi que ce soit dans ce que je fais. Tu viens, tu prends cadeau, information gratis, images excellentes, son clair, tout, cadeau. Et puis tu veux me dire, il faut me parler de ça. Si tu es garçon, il faut me parler encore. Tu vas voir ce que je... Tu me connais pas, non? Il faut parler encore. Alors donc, ce qu'il faut retenir, ce qui est fondamental, on veut lui faire croire que l'Iran est un état diabolique, est un état satanique. Et on veut nous présenter l'Iran comme le diable. Et on veut nous amener à détester l'Iran au même titre que eux ils le font.
Mais pourquoi vous voulez que votre ennemi soit notre ennemi? Pourquoi vous voulez que votre ennemi soit notre ennemi? Alors vous voyez, l'Amérique, aujourd'hui, soyons honnêtes, dire que l'Amérique n'est pas une puissance, c'est mentir. Mais est-ce que l'Amérique est une puissance au point où on serait amené à dire non, l'Amérique n'est plus cette puissance, ou du moins l'Amérique, n'est plus, c'est mieux que n'est pas. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 80-90, je peux même dire, autour des années 2000. Mais encore, il faut qu'on comprenne une chose, que l'Amérique n'est plus cette superpuissance dont on continue de nous vendre le rêve dans nos livres, dans nos manuels scolaires. L'Amérique n'est plus cette puissance. Mais est-ce que cela veut dire que l'Amérique n'a pas une puissance de feu? Non. Il faut juste trouver l'équilibre qu'il faut pour mettre l'Amérique à genoux. Et c'est ce que l'Iran fait. L'Iran a travaillé sur la faiblesse de l'Amérique. Vous savez, vous allez voir quelqu'un qui va se vanter. Je suis, vous l'entendez, placa, il parle, mais en réalité, quand vous regardez de près, vous découvrez que la personne a une faille énorme. Vous découvrez la faille, vous frappez là-bas, vous déstabilisez tout de suite la personne. Et l'Iran nous a montré une chose, ne combattez pas l'Amérique avec les moyens de l'Amérique, c'est-à-dire les gros avions, les gros porte-avions, les patadis. Non, non, non. Ayez des armes stratégiques efficaces. Des armes auxquelles peut-être même... Moi, je me rappelle encore, j'écoutais une émission et l'Iran disait, quand nous on présentait nos drones Shahed, toute l'Europe s'est moquée de nous. La première fois qu'on a présenté nos missiles, nos drones, tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde s'est moqué de nous. Personne n'a cru en nous. Mais ce sont les drones Shahed qui ont détruit tous les systèmes de défense que vous connaissez. L'Iran ne s'est pas précipité à balancer ses armes stratégiques. L'Iran a pris le temps d'abord d'envoyer ses drones pour surcharger l'ennemi, jusqu'au point où l'ennemi n'a plus de projectiles. Et l'Iran a commencé à sortir certaines de ses armes. Parce que chaque jour, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète aujourd'hui, chaque fois que l'Iran sort avec une nouvelle arme, on dit c'est l'arme la plus puissante. Demain matin, il sort, on dit, ah, ça là c'est plus puissant que ce qu'il a envoyé. Et chaque arme porte le nom d'une imminente personnalité qui a été tuée par Israël. Le drone porte le drone, le missile porte le nom. Donc les missiles, et l'Iran a commencé à utiliser ces derniers temps des petits, enfin c'est pas vrai. Ce que vous avez vu tout à l'heure là, ces multitudes de projectiles qui tombent, il n'y a pas de solution pour arrêter ça. Il n'y a aucune solution que de subir. Et c'est ce que l'Amérique a compris. Et Benjamin Netanyahu a compris. Maintenant, l'Amérique veut négocier. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Je dis Trump c'est un menteur. Il va sortir un jour pour dire, bon, j'ai fini, la guerre est terminée, c'est le feu unilatéral, mes porte-avions vont rentrer. Mais les Iraniens ne sont pas bêtes. Tu veux cesser le feu? Tu veux arrêter la guerre? Mais pourquoi tu envoies les Marines alors? Donc les Iraniens savent que c'est un menteur. Il dit une chose et il fait le contraire. Il dit une chose, il fait le contraire. Et les Iraniens ont dit, tu n'es plus quelqu'un de crédible, on ne te fait pas confiance. Donc c'est comme s'il veut un peu emballer les Iraniens dans cette affaire de négociation, amener les Iraniens à vouloir se focaliser, et pendant ce temps, il va infiltrer l'Iran avec les Marines. Donc les Iraniens ont dit, on est prêt, on les attend. Ou ils pensent qu'on n'est pas là, c'est là-bas qu'on les attend. Et je pense que, si je ne m'abuse, il y a un premier contingent, bon, je ne sais pas si c'est un contingent, mais en tout cas, on m'a dit qu'il y a des premiers, ceux qui ont mis le pied quelque part, il semblerait
que beaucoup ont été envoyés au repos éternel. Bon, et on allait, bon, il commence, je sais pas si c'est, si les, comment on appelle ça, parce que il y a eu une parenthèse, il y a eu 305, je crois, 305 anciens généraux à la retraite. Pas des anciens généraux, 305 généraux à la retraite, pardon. Je dis à Trump, cette guerre, il ne la gagnera pas. Il n'a pas écouté. Les généraux au Pentagone, on dit à Trump, cette guerre, il ne faut pas la faire, on n'est pas prêt, on n'a pas les moyens. Et l'Iran s'est préparé depuis plus de 25 ans, on ne peut pas. Il n'a pas écouté. Donc, si vous voyez, et faites beaucoup attention. Merci beaucoup à toi, Moussa, c'est ça, Moussa Sissoko, merci beaucoup. Si vous faites beaucoup attention au discours de Trump. Le discours de Trump a un objectif. Le discours n'est pas orienté vers l'Iran. Le discours n'est même pas orienté vers l'Europe. Je vous ai dit une chose, je vais le répéter encore aujourd'hui. Le poste du président des États-Unis, je dis bien le poste, je n'ai pas dit le président, c'est pas la même chose. Le poste du président des États-Unis est un poste hautement stratégique. Un poste qui est supposé apporter la quiétude au marché quand les marchés paniquent, quand les bourses paniquent. Le poste de président, c'est le poste où tu te tiens et le discours que tu tiens, soit va affoler les marchés, soit va rassurer les marchés. Voilà comment la position du président des États-Unis est déterminée dans l'économie mondiale. Parce qu'il est présenté comme l'homme le plus puissant du monde. Et ce qui sort de sa bouche, soit c'est pour rassurer, soit c'est pour créer la panique. Voilà pourquoi, aux États-Unis, cette position est hautement symbolique et stratégique. Et Trump, qui arrive à cette position, au lieu de tirer profit de cette position, il se comporte comme un petit voleur, un petit menteur, un manipulateur. Toute sa vie, il a passé son temps à manipuler le système pour s'enrichir, à manipuler ses partenaires pour les affaiblir et s'enrichir. C'est pourquoi il se donne le titre de plus grand négociateur, mais c'est faux, c'est un voleur. Et c'est un manipulateur, c'est pas un négociateur. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire en tant que président. Manipuler les marchés. Et les gens ont compris, c'est pourquoi ils ont dit que quand il parle, les gens ne l'écoutent pas autant. Mais quand le président, pas le président, mais quand l'Iran, en un mot, quand une personnalité, en tout cas importante, en l'occurrence le guide spirituel Mojtaba, il y a 3 personnes en Iran que le marché international, les bourses écoutent. Le guide spirituel Mojtaba, le ministre des Affaires étrangères et le président iranien. Donc quand ceux-là parlent, ils savent que ce qu'ils disent là, c'est ça qu'ils vont faire et puis ils sont dessus. Donc les marchés ont besoin de quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui respecte sa parole, quelqu'un que quand il dit une chose, il le fait. Mais alors que Trump, il dit une chose, il fait le contraire. Il dit une chose, il fait le contraire. Et c'est le gars qui vient, qui impose des tarifs douaniers, qui fait n'importe quoi jusqu'à ce que la Cour suprême le ramène à l'ordre. Une fois que la Cour suprême vous ramène à l'ordre en tant que président des États-Unis, vous qui devez stabiliser le marché économique mondial, quand la Cour suprême dit que vous avez violé la Constitution, tout de suite, le marché a peur de vous. Mais c'est pourquoi Trump s'est fâché. Rappelez-vous, il a menacé de mort les juges de la Cour suprême. Il les a menacés de mort. Les généraux aussi qui ont dit qu'il ne faut pas faire cette guerre, il les a menacés de mort parce que le marché ne suit plus ce que dit Trump, mais le marché regarde qu'est-ce que les institutions américaines vont dire lorsque le président fait des bêtises. Donc, la bourse, le stock des marchés
tout ce que vous connaissez, Trump parle, il occupe cette position, ils n'ont pas le choix. Mais quand ils parlent, c'est pas ce qu'ils écoutent. Ils regardent tout de suite, qu'est-ce que la Cour suprême va faire ou qu'est-ce que d'autres personnes vont faire. Et pendant ce temps, ils regardent surtout du côté de l'Iran. Ils ne regardent même pas du côté des monarchies du Golfe. Ils ne regardent même pas du côté même de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se jouer. L'avenir du monde est en train de se jouer et c'est l'Iran qui a toutes les cartes. Ce n'est pas les États-Unis. Contrairement aux mensonges qu'ils disent, Trump ment parce qu'il veut rassurer le marché. Il vend un rêve illusoire. On a toutes les cartes, on a tout détruit, on a tout détruit, on a tout détruit. Mais pendant que tu dis ça, le pays que tu dis tu as tout détruit est en train de détruire l'économie de pas 1, 2, mais au moins 5, 6, 7, 8 pays simultanément. Mais finalement, les marchés disent quoi? Attention, toi tu es un menteur, le nom ne t'écoute plus. Parce que tout ce que tu dis est faux. Bon, on va regarder maintenant ceux-là. Parce que c'est l'Iran seul qui est en train de détruire 8 pays simultanément. Je dis bien 8 dans le Golfe, simultanément. Et tient face aux États-Unis. Mais le marché dit, mais attention, le pays qui était isolé depuis toutes ces années-là, plus de 37 ans, ils sont isolés. Mais comment ils tiennent tête aux Américains? Ah, ben attention. Donc, les marchés commencent à être attentifs à ce qui sort de la bouche des Iraniens. Et c'est comme ça que l'Iran est en train de... C'est pourquoi l'Iran, ayant compris, je vous en prie, je ne crois pas qu'on vous ait dit ça quelque part, c'est un coup de... Comment on dit? Masterpiece ou bien quoi là, c'est un coup que je... Vraiment, c'est pas un coup de choses, c'est pas un coup de... Comment on dit? C'est pas un coup d'amphithéâtre, pardon. C'est un coup de TD. Ceux qui ont fait l'université savent de quoi je parle. Ici, c'est un coup de TD, c'est pas un coup d'amphi. Parce qu'ici, c'est profondeur. TD, c'est général. Non, pardon. Amphi, c'est général. TD, c'est précis. Les marchés ont compris quelque chose que aucun journaliste en Europe ne vous a dit, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la maîtrise telle que je vous la donne. Personne. Les marchés ont compris une chose. L'Iran tient toutes les cartes. Si l'Iran dit, l'Iran fait. L'Iran tient l'économie. Merci beaucoup pour le détroit d'Ormuz. L'Iran tient le détroit. Malgré la grande gueule des Américains, malgré Israël, malgré tout, l'Iran est le seul pays qui arrivait à maîtriser. Quand le canal de Panama, ils ont envoyé un seul message pour le canal de Panama. Ils ont tout lâché. Ils ont fait la volonté de Trump. Et le canal de Panama, c'est dans quel pays? Donnez-moi le pays, s'il vous plaît. Le canal de Panama, là, c'est où, là? C'est Marco Rubio qui allait leur dire, si vous ne voulez pas qu'on vous envoie à l'enfer, le canal, là, c'est nous, on a financé. Les Chinois ne peuvent pas avoir un droit plus que nous. Ils ont accepté. Merci beaucoup à toi, Bad. Merci 07. Bon, maintenant, d'accord. Panama, c'est pas ça. Ils ont gagné là-bas. Il y a un autre point encore. Ils ont enlevé le président vénézuélien. Maduro, c'est pas ça? D'accord. Ils ont tué Kadhafi. Tout ça, ça montre la puissance américaine. Ils ont tué Saddam Hussein. Ils ont enlevé Bachar al-Assad du pouvoir. Ils ont divisé le Soudan en deux. Ils ont fait des guerres en Afghanistan, au Pakistan. Ils ont fui. Mais le seul pays qui est en train de tenir tête et ils sont en train d'échouer sur toutes les prédictions, c'est l'Iran. Qui frappe Israël. La dernière fois, ils ont frappé le bureau de la bourse israélienne, là, où se trouve comment on appelle, le stock d'échange, là. Ils ont bombardé là-bas. Et aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont rasé le quartier général du ministère de la Défense. C'est le seul pays qui tient une tête aux États-Unis. Et le seul pays qui dit on ne veut pas négocier. Toute négociation sera faite sur nos termes. Quand l'Amérique a fait la grande gueule, on a envoyé 15 points. Il dit les 15 points là, c'est pour toi et ta femme, c'est pas pour nous, ça ne nous regarde pas. Nous là, tu vas retirer toutes les bases américaines du Moyen-Orient. Et les pays du Moyen-Orient, s'ils refusent, ils vont connaître notre fureur. Il y a un autre élément que je voudrais partager avec vous. Les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, tous soutenaient les États-Unis clandestinement dans le dos. Ils ont dit officiellement, faut pas utiliser notre espace. Mais ils n'ont jamais fermé leur espace.
ni aux avions américains, ni aux bombardiers américains, ni aux drones américains, ni aux missiles américains. Donc, et quand la guerre a commencé, que l'Iran a commencé à frapper, tous maintenant ont demandé aux Américains d'aller à cette guerre jusqu'au bout, c'est-à-dire à la capitulation de l'Iran. Donc, ils poussent les Américains à ce que l'Iran capitule. Mais en même temps, ils se rendent compte que cette guerre les a détruits au cœur.